De retour dans l'Africa Newsroom, notre invité, Monsieur Agui Toukoulou, nous a quittés et nous a laissé avec nos éditorialistes Gratien Okindikiza et Malika Cher. Annuler, puis en fin de compte reporter les autorités de la République démocratique du Congo ne sont pas très clairs quant à la réforme de leur code minier, de quoi soulever des inquiétudes et accentuer les discussions au sein de l'opinion publique. C'est un sujet de Déo Gracias Bodo. En République démocratique du Congo, le projet de loi portant réforme du code minier continue d'alimenter les débats. Annoncé la veille comme avorté, le gouvernement congolais est revenu sur ses propos le 12 février 2016, précisant que la réforme a été plutôt reportée et non annulée. Premier producteur de cobalt au monde, la République démocratique du Congo ambitionne d'augmenter ses recettes fiscales pour booster sa croissance économique. Cette réforme pourrait permettre au pays d'atteindre ses objectifs. Nous avons un projet de réforme sous le coude qui a déjà été délibéré en Conseil des ministres, mais que nous avons décidé de geler compte tenu du mauvais comportement des cours de nos principales matières premières. Nous avons estimé que ce n'est pas le moment d'effaroucher les investisseurs et nous avons décidé d'un report. Nous reprendrons ce projet lorsque les cours seront plus favorables. Je pense que c'était une mauvaise interprétation de la presse. Il n'a jamais été question d'annulation. C'est un problème de report, parce qu'il s'agit d'un bien sur lequel nous ne pouvons pas renoncer. En République démocratique du Congo, l'environnement législatif qui régit le secteur minier date de 2002. Après une série de négociations avec les acteurs de l'industrie minière et la société civile, le gouvernement prévoit aujourd'hui l'augmentation de l'impôt et des redevances au travers de l'exécution du nouveau texte. À la suite d'un accord publié en mars 2015, le projet de réforme prévoyait aussi de tendre vers plus de transparence dans la gestion du secteur. Un impératif pour certains, un handicap pour d'autres, les avis sont partagés. Les opérateurs estiment que le texte dans ses dispositions actuelles pourrait décourager les investisseurs étrangers. Plus de 65 à 70% des ressources proviennent du secteur minier et il s'agit d'accroître la part des revenus miniers qui revient au trésor public par rapport à celui qu'en tirent les investisseurs. Nous avons trouvé que c'était trop déséquilibré et qu'il fallait rééquilibrer les choses. Donc c'est une question d'équilibre. Et comme chaque fois dans ce genre de questions, c'est une affaire de perspective. Et du point de vue des investisseurs, ils ont l'impression qu'on leur enlève le pain de la bouche. 5e producteur de cuivre au monde, en 2015, la République démocratique du Congo avait enregistré une baisse de 3% de sa production à cause de la chute des cours à l'international. Le secteur minier, c'est près de 2 milliards de dollars encaissés par l'État congolais chaque année, soit plus de 15% des recettes fiscales du gouvernement. Gratien, est-ce que la République démocratique du Congo était mise sous pression par les grandes multinationales? Est-ce que ça pourrait expliquer qu'elle a eu du mal à affirmer sa volonté de réformer son code minier? Oui, bien sûr. Ça fait longtemps que la République démocratique du Congo, je dirais, sous-traite l'exploitation des mines à des sociétés étrangères, depuis, je dirais même depuis les indépendances, bien avant même. Et donc aujourd'hui, il est difficile de changer le code minier pour que au moins l'État congolais en profite. Il y a certains qui gagnent, ceux qui gagnent, ces compagnies, mais en même temps, on voit bien la misère qui se trouve en République démocratique du Congo. C'est ce qu'on appelle le scandale africain, le scandale minier, un pays qui est très riche, mais en même temps qui est très pauvre. Et on peut dire aussi qu'il y a une sorte de désorganisation de l'exploitation minière au Congo. Des compagnies qui exploitent des fois les exportations des mines qui passent en dehors du circuit normal. Oui, parce que Malika, l'enjeu de ce nouveau code minier, c'est de faire perdre aux grands groupes leurs avantages fiscaux. C'est difficile de tenir un peu de discours, venez chez nous investir, mais en même temps, on va vous enlever vos avantages fiscaux. Oui, vous savez, moi je plaide vraiment pour cette réforme du code minier. Les avantages fiscaux, les entreprises, à mon sens, en République démocratique du Congo, en ont beaucoup. Quand on voit trop ? Oui, parce que quand on voit la redevance qui est appliquée dans les autres pays voisins, elle est beaucoup plus élevée qu'en RDC. Donc, je ne vois pas pourquoi il y a, je dirais, ce retour en arrière du gouvernement de la RDC. J'espère que cette loi va être appliquée parce que le pays est très riche en réserve, en mines, et il est en position de force pour négocier avec. Parce que rappelons-le, comme l'a dit Gratien, on a un sous-sol très riche et une population très pauvre. Oui, effectivement. Si ces entreprises-là ont vraiment des difficultés pour exploiter les mines, qu'elles partent tout simplement et qu'elles laissent les entreprises nationales créer de la richesse. Et bien évidemment, ces entreprises nationales-là doivent redistribuer correctement la richesse. Mais il y a beaucoup de choses à faire dans ce secteur-là et ce n'est pas aux sociétés occidentales d'imposer leur diktat.
Et le marché de l'assurance est un facteur déterminant dans la croissance d'un pays. En Afrique, les observateurs ont constaté l'évolution de ce secteur à partir de 2008 dans des pays comme la Côte d'Ivoire ou encore le Cameroun. Cependant, il y a encore de nombreux défis à relever afin que la culture de l'assurance soit une réalité dans l'ensemble du continent africain. C'est un sujet d'Oumou Kelsomba. La 40e Assemblée générale de la FANAF s'est ouverte ce 15 février à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Plus de 1000 experts réfléchissent sur la problématique de l'assurance en Afrique. Le secteur a connu un développement significatif ces dernières années sur le continent. Des études ont révélé que de plus en plus de nombreux Africains souscrivent aux assurances vie et non-vie. D'après le rapport de la Fédération des sociétés d'assurance des droits nationaux africains, publié en février 2013, 16 pays ont collecté 833,3 milliards de francs CFA de cotisation en 2012, soit 9,2% de plus qu'en 2011. Dans un premier temps, le secteur des assurances en Afrique est un secteur qui est en pleine croissance, même si la croissance selon les pays n'est pas la même, mais c'est un secteur qui est en pleine croissance. Aujourd'hui, les assurances, les compagnies de réassurance sont en plein boom, puisqu'elles ont commencé à faire leur mue vers la bancarisation. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de la banque assurance. Donc, c'est-à-dire qu'elles arrivent à capter l'épargne, à la fois des privés, des entreprises, et jouer leur rôle régalien d'assurer effectivement les entreprises, les particuliers, quand adviennent les sinistres. Les souscriptions d'assurance en Afrique varient d'un pays à l'autre. La Côte d'Ivoire reste le premier contributeur du marché avec 25% des cotisations, suivi du Cameroun 18%, du Gabon 14% et du Sénégal 12%. Ces chiffres s'expliquent par la performance des industries extractives, les prouesses des autres secteurs tels que par exemple l'agroalimentaire, ainsi que l'amélioration des revenus des ménages dans ces pays. Cependant, des défis restent à relever. Ces défis à relever là serait vraiment de rebooster, d'uniformiser le secteur de l'assurance en Afrique, afin que partout en Afrique, on aille au nord, au sud, au centre, à l'ouest de l'Afrique, on ait à peu près la même croissance dans le domaine de l'assurance. Et donc, il faut une réelle volonté politique. Effectivement, donc, c'est vraiment le défi qu'il a relevé la FANAF au cours de cette 40e assemblée annuelle. En Afrique, les produits d'assurance restent élitistes et pourtant la micro-assurance reste un levier de croissance. Comment faire de la culture de l'assurance une réalité sur le continent africain? Des experts ont préconisé plus de communication et de sensibilisation autour de la question. Les médias joueront le rôle de vulgarisateur. Gratien, très rapidement, 80% des cotisations d'assurance dans le monde sont toujours collectées auprès des 10% de la population mondiale la plus aisée. C'est à peu près les mêmes proportions en Afrique, un chiffre qui en dit très long. Oui, cela veut dire que les Africains n'ont pas encore compris, disons, l'importance des assurances. Mais je distingue bien les assurances. Il y a l'assurance pour protéger ce qu'on a et l'assurance vie, des fois. Le problème, c'est qu'on ne sait pas déjà ce qui compose ces produits. Or, c'est là où justement se trouvent les problèmes et les Africains sont réticents. On voit bien ce qui s'est passé dans le monde. Je pense qu'il faut que les banques, les assureurs vraiment informent plus, disent ce qui compose ces produits pour que demain on se retrouve sans rien. Oui Malik, un problème méconnu, comme l'a dit Gratien, mais aussi un service qui coûte beaucoup trop cher. Beaucoup trop cher parce qu'il y a un manque de concurrence, un manque aussi de libéralisation des marchés qui sont encore tenus par des entreprises publiques qui sont, je dirais, découpées de la réalité aussi. Et donc il y a une véritable politique de libéralisation qui doit être mise en place dans ces pays-là pour permettre justement l'émergence de sociétés d'assurance qui peuvent proposer des produits concurrentiels aussi aux populations. Et on va parler de notre chiffre du jour et on va en Algérie cette fois-ci puisque le pays produira 4500 MW d'électricité à partir d'énergie renouvelable à l'horizon 2020. Grâce à une réaction. Très bonne chose, l'Algérie qui va avancer, au moins qui va, disons, s'écarter de l'électricité liée aux hydrocarbures parce qu'on sait bien que ce n'est pas d'abord écologique et en même temps je pense que l'Algérie commence à emboîter, disons, ce qui se passe chez son voisin, le Maroc. Malik, une réaction?
Je partage l'avis de Gratien. Néanmoins, effectivement, la société qui va s'occuper justement de ce programme-là, c'est la Sonalgaz, et on verra si ses capacités financières vont être suffisantes, parce que les prix, vous savez, du pétrole et du gaz ont connu une baisse drastique, et effectivement, on verra bien. Mais c'est un projet ambitieux. Il y a une usine de panneaux photovoltaïques qui est en place déjà dans la banlieue d'Alger et qui produit déjà des panneaux solaires. L'Algérie a un potentiel, vous le savez, solaire extraordinaire et peut justement augmenter la part de la production d'électricité provenant des énergies renouvelables. Donc il faut espérer que cette politique va être mise en place. Il y a un gisement formidable. Quand on voit par exemple les infrastructures en Algérie, je parle par exemple des immeubles. Nous avons des immeubles qui consomment beaucoup d'énergie, qui sont énergivores parce que ils ont été construits durant l'ère coloniale et aussi après 62, durant les années 70. Et ces bâtiments-là ne répondent plus aux normes énergétiques actuelles. Et là, on a un formidable, un formidable potentiel justement pour produire de l'électricité. Si demain, par exemple, on fait des projets où on met des panneaux solaires sur les toits des immeubles qui pourraient justement fabriquer l'électricité. On gagnerait en efficacité et on limiterait justement cette perte énergétique qu'on connaît actuellement en Algérie. Donc c'est une bonne chose, d'autant plus que l'Algérie connaît un accroissement démographique important, que la consommation d'électricité en Algérie est 4 fois supérieure à la norme européenne. Un Européen consomme 4 fois moins d'électricité qu'un Algérien. Ça, il faut le savoir. Donc les défis sont de taille et l'Algérie a tous les atouts pour réussir. Merci Malik. Merci Amira et à très bientôt. Merci à vous également Gratien pour vos analyses. Merci Amira, bonsoir à tous. Et c'est la fin de cette émission, mais l'Africa Newsroom ce n'est jamais fini puisqu'on se retrouve demain pour une nouvelle émission en cette semaine consacrée au Congo. Merci de nous avoir suivis.